La visite de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, à Kiev, mouvementée. Oui, il était dans la capitale ukrainienne pour sa première visite, en plus depuis son entrée en fonction. Il était donc avec le président ukrainien lorsqu'il a été ciblé par la Russie. Vous allez le voir, il était 12h30 lorsque des explosions ont été entendues dans le centre-ville de Kiev. C'est un drone russe qui a survolé le palais présidentiel. Alors il faut bien tendre l'oreille parce que ce que vous allez entendre, c'est la défense aérienne qui tente d'abattre le fameux drone. Général Richoux, ça s'appelle une provocation. Quand même, c'est le Premier ministre d'une puissance nucléaire, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui se fait comme ça provoquer au-dessus de lui. Oui, mais c'est un bombardement normal et quotidien. C'est pas du tout lié à la visite du ministre. Il faut des dizaines de minutes pour faire arriver un engin pareil. Alors vous pensez qu'il est arrivé exactement pile, après avoir volé peut-être depuis 1 heure ou 2, exactement pile au-dessus du palais présidentiel. Alors, Sylvie Bermann. J'y crois pas du tout. Sylvie Bermann. Franchement, j'y crois pas. Bon, moi j'y crois, mais je pense qu'effectivement c'est de la provocation parce qu'ils n'ont jamais attaqué le palais présidentiel ou vraiment le centre du pouvoir. Ils détestent les Britanniques. Ils se souviennent de la visite de Boris Johnson qui leur a dit ne négociez pas, on va vous aider, vous allez gagner. Il y a eu l'affaire Skripal. Ils ont gelé cet espion qui avait été cet agent double qui avait eu une tentative d'assassinat au Royaume-Uni. Il y a un passif spécial avec les Britanniques. Il y a un passif spécial avec les Britanniques et du coup les Britanniques avaient gelé complètement leurs relations avec Moscou et en revanche avaient un groupe d'amis de l'Ukraine. Et effectivement, c'était les pays les plus présents pour l'aide à l'Ukraine. Il y a une espèce de convention. Rappelez-vous, par exemple, quand Joe Biden est allé à Kiev, évidemment, le ciel était silencieux parce que les Russes ne voulaient pas qu'il y ait le moindre incident avec Biden. Là, c'est une toute autre limonade. Donc, il y a un sens politique. C'est un sens politique et je pense, quand on lit l'entretien important qui était donné ce mardi par Patrushev, conseiller très influent et surtout autorisé à prendre la parole à la Pravda, qu'on a traduit dans Le Continent, je me permets de le souligner. C'est votre revue, Le Grand Continent, effectivement. Qui souhaiterait le lire. En fait, il dit une chose très forte et vraiment un lien avec cette séquence. Il considère que Poutine doit négocier d'égal à égal avec Donald Trump et il souligne ce ne sera pas en passant par Bruxelles ni par Londres. Et donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que Bruxelles et Londres ne font pas partie des grandes puissances qui devraient s'asseoir autour de la table pour aujourd'hui le Kremlin. Et comme le disait si bien Joseph Borrell, quand on n'est pas autour de la table, c'est qu'on est sans doute au menu. Oui, on est le steak. Oui, Lucas Manger, on sait aussi que Keir Starmer parle en ce moment avec Emmanuel Macron d'un éventuel envoi de troupes. Donc les Russes ont aussi des raisons de viser particulièrement les Britanniques. Et particulièrement à quelques jours de l'investiture de Trump, c'est, comme vous le disiez, une manière de dire les Européens ne comptent pas pour nous, ils n'ont rien à faire là. Si on discute, ce sera avec les Américains et surtout pas avec les Britanniques. Je ne sais pas si militairement le coup était prévu et prévisible. En tout cas, et c'est un effet d'opportunité extraordinaire pour les Russes que le drone survole au moment où il est à Kiev. C'est un très bon coup. Qu'il l'ait décidé ou pas, l'effet est le même et d'une certaine manière rompt effectivement avec un certain nombre de conventions de la guerre qui font quand il y a des chefs d'État dans des pays en guerre, généralement, on s'abstient de faire ce genre de choses. C'est une manière de montrer un mépris total pour Kiev et Londres. Et ça n'est pas passé inaperçu, Mini. Absolument, ils ont donné une conférence de presse et ils en ont tous les deux parlé. Keir Starmer a même dit, finalement, je découvre ce que les Ukrainiens vivent au quotidien. Pendant vos négociations, un drone russe a frappé le centre de Kiev. Comment percevez-vous cet accueil de la part de la Russie ? En ce qui concerne l'attaque de drone d'aujourd'hui, regardez, c'est un rappel pour nous tous de ce que les Ukrainiens voient tous les jours. Monsieur le Président, nous leur enverrons également nos salutations.
Alors, il y a l'understatement britannique, mais enfin, évidemment, c'est très choquant pour un Anglais. On imagine, là, même s'il n'y a pas de risque direct, évidemment, ils n'allaient pas tuer Keir Starmer, mais il y a quelque chose, c'est un chef d'État, encore une fois, enfin, un chef de gouvernement, une puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire. Poutine n'est pas à son premier essai. Je vous rappelle que quand il y avait secrétaire général des Nations Unies, la première fois en 2022, il a fait la même chose, il a fait pire. Il a envoyé un missile qui a tué d'ailleurs une correspondante de Radio Liberté et qui était à peu près à 2 km de l'endroit où se trouvait le Guterres. Donc en fait, Poutine, il est habitué à ces trucs-là. Pour la visite de Biden, les Américains les ont prévenus, les Russes. Ils ont dit, Biden va venir tel jour à Kiev, et donc méfiez-vous, parce que c'est la première puissance économique et militaire mondiale. Et donc là, les Russes, bien évidemment, ont fait très attention. Mais à la limite, on peut expliquer aussi que, en fait, Keir Starmer, il est venu incognito, il n'a pas prévenu les Russes, donc en fait il est venu un peu à l'improviste, et je suis un peu d'accord avec le général, ça veut dire que en fait les derniers jours, en fait les attaques matinales sur Kiev, c'est tous les jours, et c'est tous les jours entre 100 et 200 objets volants divers. Les drones, les missiles, etc. Et hier, c'était aussi une attaque très, très massive. Oui, et c'est impossible à synchroniser avec cette précision, le drone qui part de dizaines de kilomètres et qui arrive précisément. Voilà. Donc il y a des attaques tous les jours, il y a un effet d'aubaine. Alors là, ça tombe bien. Ça tombe vraiment très bien. Même si c'est pas voulu. Mais que ce drone soit passé pile poil au bon moment, je pense que techniquement, c'est quasiment impossible à faire. Du coup, la conférence de presse était très pertinente. Oui. Parce qu'en fait, quand Starmer a dit « j'ai vécu vraiment ce que les habitants de Kiev vivent tous les jours », c'était effectivement vrai. Sylvie. Non, simplement, enfin à ma connaissance, mais peut-être que vous avez d'autres informations, les Russes jusqu'à présent ne visaient pas le centre politique, le centre politique de Kiev et le palais présidentiel. Au contraire, la nuit du 31 décembre, au 1er janvier, ils ont visé le quartier présidentiel, le palais présidentiel, et l'explosion était juste à côté, et même il y avait un très grand scientifique, un grand neurologue ukrainien, qui était tué dans son lit avec sa femme le matin. Donc c'était vraiment en face du palais présidentiel. Non. Les quartiers présidentiels et les quartiers de gouvernement ukrainien et du Parlement, c'est le quartier qui est tout rassemblé dans le même quartier. Il est visé depuis déjà un mois à peu près. Il y a toutes les attaques qui est subies aujourd'hui, c'est toujours autour. Et dans ce quartier, c'est un quartier qui s'appelle Pechersk. C'est un quartier très chic de ce 16e arrondissement de Kiev. Il y a beaucoup de destruction parce qu'il y a les débris qui tombent. Et j'ai beaucoup des amis qui sont de là-bas. Ils ont déjà parti du quartier parce que c'est devenu invivable. Est-ce que ça dit quelque chose de la guerre dans laquelle nous sommes ? C'est-à-dire, même pendant la guerre froide, ça ne se faisait pas. Il y avait une sorte de loi non écrite quand c'était quand même un chef de gouvernement, un chef de... Là, on n'est pas dans la guerre de Yougoslavie, c'est quand même c'est le Royaume-Uni. Oui. Ça ne se faisait pas. Il y avait une guerre terrible, froide. L'Union soviétique nous menaçait avec ses missiles, mais elle ne faisait pas ça. Mais Poutine franchit toutes les lignes que la Russie ou les autres États ne franchissaient pas auparavant. Il s'amuse à ça pour tester. C'est du stress test vis-à-vis des Européens et des Occidentaux. Ce qu'il avait fait il y a un mois et demi avec l'Orechnik tiré sur Dnipro, qui n'était certes pas équipé d'une arme nucléaire, mais il franchissait une ligne qui était de tirer un missile balistique intercontinental de moyenne portée. Rappelez-vous, Grand Chaps, l'avion de Grand Chaps, ça a changé depuis lors, il était ministre de la Défense du Royaume-Uni. Ministre de la Défense du Royaume-Uni. Et son avion a vu son transpondeur, c'est vous le spécialiste. À l'époque, c'est vous qui auriez fait ça, Sergei Girnov. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait là exactement ? Expliquez-le. C'était à Kaliningrad. À Kaliningrad, quand ils ont désactivé le transpondeur du ministre de la Défense britannique. Alors, il n'a pas été en danger de mort, mais enfin, pendant un certain nombre de dizaines de minutes, il a été dépourvu de transpondeur. C'est quand même très grave. Mais vous savez, en principe, c'est peut-être l'inverse qui s'est passé, parce que c'est dans l'avion qu'on peut désactiver le transpondeur, justement pour ne pas apparaître sur les fly radars. Et donc, en fait, ça peut être aussi une mesure de protection. Donc là, après, je ne connais pas exactement tous les détails de ce qui s'est passé avec cet avion. Mais de toute façon, vous savez très très bien que les Russes, dans l'espace aérien, qui avec le temps, ils jouent vraiment sur la ligne rouge, sur la ligne de crête, parce qu'en fait, les provocations
dans l'espace aérien, dans l'espace maritime, les câbles sous-marins, etc., etc. C'est tous les jours. Et on reviendra plus tard aussi à cette guerre aussi dans la Baltique, la guerre au nord, où effectivement ils sont en train de tester toujours plus, Gilles Grassani. Ben, je pense qu'effectivement, on se trouve dans un contexte où la question de reconnaissance devient centrale. Aujourd'hui, c'est évident que de la part du Kremlin, l'objectif, c'est de ne pas reconnaître une souveraineté, la dignité de la souveraineté aux pays européens, évidemment à l'Ukraine. Dans le même entretien que je mentionnais tout à l'heure, il est évoqué le fait que fondamentalement l'Ukraine pourrait cesser d'exister l'année prochaine. Au fond, on se retrouve dans un monde, notre conseiller de Poutine, aujourd'hui en disgrâce, dit sans frontières, où en fait la seule chose qui compte, c'est la puissance impériale. Et là, il y a une reconnaissance étonnante qui est en train de se mettre en place, parce que on voit aussi un discours impérialiste à la Maison-Blanche. Et au fond, effectivement, cette espèce d'imitation paradoxale des grands dirigeants qui aujourd'hui essayent de devenir des empereurs, et de l'autre côté, les démocraties qui sont prises en étau. Et il faut rappeler d'ailleurs que ce pauvre Keir Starmer, il est cible à la fois des Russes et de Musk. Et de Trump. L'estime que Trump a pour Starmer, et je pense que ça se limite à vraiment à très peu de choses. Alors Musk, c'est encore pire, il fait campagne systématiquement contre lui pour qu'il tombe. C'est abominable d'ailleurs, parce qu'en fait, il le traite de tous les noms, il le traite de dictateur, de fasciste, en fait. Il raconte n'importe quoi, ils appellent les élections anticipées en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même très important d'un côté, parce que les Ukrainiens ont signé avec la Grande-Bretagne un accord dit d'amitié de 100 ans, en fait, pour les 100 années à venir, y compris avec les sommes très importantes qui sont promises maintenant avec la Grande-Bretagne, de 3,5 milliards par an d'aide à l'Ukraine, plus les aides qui sont prises sur sur l'argent russe bloqué. Et en même temps, vous avez raison, parce qu'en fait, Musk qui attaque Keir Starmer et Zelensky qui signe un accord avec lui 5 jours avant l'investiture de Trump, c'est un peu osé aussi. Et est-ce que ça donne le ton du danger pour l'Europe ? Vous disiez, Gilles Grassani, vous rapportiez la formule terrible de Joseph Borrell, où on est autour de la table de négociation, où on est le steak. Voilà. Est-ce que les Russes et les Américains nous regardent comme le steak ? Vous savez, ça rappelle Thucydide, le discours, enfin le dialogue mélien, où en fait Athènes répond aux Méliens. En fait, il n'y a de justice qu'entre pays de même puissance. Et effectivement, donc c'est un droit que revendiquent les États-Unis, la Russie, parce que ce sont des forts. Et les faibles n'ont pas les mêmes droits. C'est vraiment une philosophie qu'on peut contester, bien évidemment, mais c'est quand même de cela qu'il s'agit. Je suis le plus fort et je fais ce que je veux. Pierre Servan disait c'est le cœur du cœur de la pensée, à la fois de Trump et de Poutine, et aussi d'une certaine pensée traditionnelle américaine, Kissinger et autres, qui disaient on est fort ou on est faible. Point. Le reste, c'est un peu de la littérature. D'ailleurs, ce sont les traces de l'ancienne idéologie impérialiste et colonialiste, n'est-ce pas ? Parce que nous pouvons parler aujourd'hui de néocolonialisme russe. Mais revenant à... Ce n'est pas du tout pauvre Premier ministre britannique. Il est, au contraire, vu tous les adversaires, il est très fort et très important. Parce que vous savez, parmi nombreux accords qui ont été signés aujourd'hui à Kiev, il y avait aussi un accord qui dérange beaucoup Musk, c'est l'accord de coopération technologique entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Même notre président, elle a dit ça pendant sa conférence, elle a dit que nous devons penser à l'avenir, nous devons penser au futur de nos enfants. Il y aura la coopération entre les écoles et les universités. Vu le niveau de développement technologique aujourd'hui de l'Ukraine et toujours leadership de Grande-Bretagne dans ce domaine-là, c'est la concurrence énorme pour Musk. Oui, donc la Russie avait des raisons de provoquer. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, Sylvie Berman, vous disiez que pour vous c'était une provocation. Clairement, on rappelle qu'en mars 2024, donc il y a un peu moins d'un an, c'était le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, qui était en déplacement, alors cette fois à Odessa, qui est le plus grand port d'Ukraine en Russie, dans le sud de l'Ukraine. Donc, et là, ils avaient été pris pour cible, tous les deux, avec des frappes sur Odessa à seulement 150 mètres de là où il se trouvait. Ça avait fait 5 morts d'ailleurs. Ça, c'est encore pire, parce qu'en fait, Odessa, malheureusement, est moins protégé que Kiev. Parce que l'Ukraine, et ça, c'est le grand problème que l'Ukraine, en fait, dont l'Ukraine parle depuis 3 ans. Protégez-nous, protégez notre ciel. Et donc, en fait, on leur a donné quelques moyens de protection. Et bien évidemment, ils étaient obligés de faire le choix. L'Odessa, malheureusement,
ne fait pas partie de ces villes qui étaient protégées. En plus, ils étaient dans le port. Ça veut dire qu'en fait, le port d'Odessa, c'est le nerf, y compris d'export de céréales et d'export d'autres matières que l'Ukraine essaie de vendre à l'étranger. Et bien évidemment, là, je suppose que c'était vraiment exprès. Oui, mais Odessa, c'est un petit peu différent parce que Odessa est à portée d'artillerie, alors que Kiev ne l'est pas. Alors que là, il n'est pas à portée d'artillerie. Il faut vraiment tirer d'artillerie depuis où les bords du. Ah non, c'est non, c'est Kherson. Odessa, c'est loin. Mais avec les missiles. Oui, exactement. Oui, non, c'est Kherson. Oui,